Il est bien connu que les États-Unis se divisent en de plus en plus. Les guerres culturelles et les débats sur Facebook poussent les gens à bout. Les familles et les voisins transforment chaque conversation en champ de bataille verbale. Avec les politiciens jouant à un jeu de surenchère toujours plus grand, certains ont même évoqué l'idée que leurs États fassent sécession. Je sais ce que vous pensez. Nous avons déjà vu ce film. Alors que le monde devient de plus en plus étrange chaque jour, ces idées semblent prendre racine dans l'esprit des Américains partout. Alors, que se passerait-il si les États du Sud se séparaient simplement des États-Unis? Les États-Unis ont-ils vraiment besoin? Sont-ils un atout ou un passif? Avec des taux d'obésité et de pauvreté historiquement élevés et des décennies de faibles opportunités éducatives et économiques, le Sud pourrait être plus un ancre qu'une voile. Nous le découvrirons bientôt. Mais d'abord, identifions quels États sont réellement considérés comme faisant partie du Sud. Il est évident que les perceptions peuvent varier, mais selon le gouvernement américain, le Sud comprend le Texas, l'Oklahoma, la Louisiane, l'Arkansas, le Mississippi, l'Alabama, la Floride, la Géorgie, les Carolines du Sud et du Nord, le Tennessee, le Kentucky, les Virginies, le District de Columbia, le Maryland et le Delaware. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi nous avons inclus certains États dans le Sud, comme le Maryland et le Delaware. C'est parce que le gouvernement américain définit la région comme les États situés de l'autre côté de la ligne Mason-Dixon, qui est en vigueur depuis les années 1760, avec l'ajout de plus d'États à mesure que le pays s'étendait vers l'ouest. Cette ligne de démarcation non officielle s'est fermement ancrée dans la mémoire culturelle américaine, lorsqu'elle est devenue connue comme la ligne de démarcation entre les États esclavagistes et les États libres juste avant la guerre civile. Donc, bien que cet ensemble d'États puisse différer de certains, c'est la liste que nous évaluerons aujourd'hui. La guerre civile américaine, la première fois que cette idée de sécession a été tentée, a été un raz-de-marée de sang qui a causé plus de 620 000 morts américains. Bien qu'elle ait abouti au résultat extrêmement positif de la libération des esclaves et de la réunification des États-Unis, on doit espérer qu'une seconde crise de sécession serait réglée de manière beaucoup plus pacifique. Si cela se répète, ce sera avec des fusils d'assaut et des missiles, pas des mousquets et canons. Certaines des blessures de ce terrible conflit ont cicatrisé, mais d'autres subsistent, alors que les Américains se retrouvent à nouveau divisés, sans aucun signe de ralentissement. Alors, si l'impensable devait se produire et que le Sud devait former son propre gouvernement et se séparer du reste des États-Unis, encore une fois, quel genre d'impact cela aurait-il? Examinons d'abord les chiffres. En regardant la population du Sud, elle a connu une croissance exponentielle au cours des 20 dernières années. En 2000 environ, 100 millions de personnes vivaient dans les États du Sud, et en 2023, il y a maintenant 130 millions de personnes. Cette croissance sans entrave était supérieure à celle de l'Ouest, du Nord-Est et du Midwest, tous combinés. Le Nord-Est n'a augmenté que de quelques millions, tout comme le Midwest. Et le leader du groupe était l'Ouest, avec environ 7 millions de croissance de la population. Cette grande disparité de population est en partie due au fait que le Sud abrite certains des États connaissant la croissance démographique la plus constante, comme la Floride ou le Texas. Par exemple, le Texas a gagné un impressionnant 4,3 millions de résidents entre 2000 et 2010. Durant la même période, la Floride a augmenté de 2,8 millions, tandis que la Géorgie et la Caroline du Nord ont toutes deux augmenté de 1,5 million. Ainsi, alors que d'autres régions du pays connaissent une évolution lente de la population, le Sud maintient une augmentation régulière. Cela est en partie dû à l'amélioration des opportunités économiques dans le Sud, mais aussi à l'augmentation du nombre d'immigrants arrivant par les ports du Sud et les passages frontaliers. Cette vague continue d'immigration est un sujet politique brûlant depuis des années maintenant, et continuera de l'être tant que les gens continueront à venir aux États-Unis. Ce qui est indiscutable, c'est leur impact sur leurs États. Par exemple, au Texas, en 2021, il y avait environ 5 millions de résidents immigrants dans l'État, ce qui représentait environ 17% de la population totale de l'État. Un recensement effectué en mai 2023 a montré que 9 des 15 villes à la croissance la plus rapide aux États-Unis étaient situées dans le Sud, et 6 de ces villes étaient situées au Texas. Il est clair que quelque chose attire les gens en dessous de la ligne Mason-Dixon, et je suis assez confiant que ce n'est pas seulement le climat et l'hospitalité du Sud. Vendre le Minnesota en février est plus difficile que la Floride. Si cette partie incroyablement grande et en croissance rapide des États-Unis devait soudainement se détacher et former leur propre pays, les résultats pourraient être désastreux. Rien qu'en regardant un changement potentiel de population, les États-Unis perdraient tellement de recettes fiscales que le secrétaire au Trésor pourrait tomber mort sur place. Sans parler du cauchemar que cela représenterait pour l'armée,
car elle perdrait des dizaines de milliers de militaires et l'utilisation de plusieurs de ses plus grandes installations militaires du jour au lendemain. D'emblée, ce n'est pas génial. Alors, pourquoi les gens affluent-ils vers le sud? La réponse est aussi vieille que le temps lui-même. L'argent. L'argent fait tourner le monde. Cela a toujours été et le sera toujours. Vous souvenez-vous du Covid, cette période chaotique où le monde entier est devenu assez étrange pendant un moment? Eh bien, comme pour toute bonne crise, quelqu'un a trouvé comment en tirer profit. Non, je ne parle pas des entreprises pharmaceutiques. Au plus fort de la Covid, les États-Unis ont assisté à une migration de richesses de 100 milliards de dollars du Nord-Est, historiquement riche, et d'autres régions vers le Sud. Des États comme la Floride, le Texas, la Géorgie, les Carolines et le Tennessee ont connu des augmentations massives de leur produit intérieur brut, alors que les employeurs et les employés se déplacèrent vers le Sud. Le Sud a finalement vu son produit intérieur brut dépasser celui de ses frères du Nord-Est, en maintenant une part du produit intérieur brut d'environ 23,8% contre 22,4% pour le Nord-Est. Au cours de la même période, le Nord-Est a connu une perte d'environ 60 milliards de dollars lorsque les gens et les entreprises ont quitté la région. Depuis 2020, le Sud-Est a représenté plus des 2/3 de toute la croissance de l'emploi aux États-Unis, un chiffre qui a presque doublé par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Vous vous souvenez de ces immigrants dont nous avons parlé? Les immigrants ont statistiquement beaucoup plus de chances de créer de nouvelles entreprises que les personnes nées aux États-Unis. Une étude coécrite par un chercheur du Massachusetts Institute of Technology dans American Economic Review Insights révélait que dans l'ensemble, les immigrants ont environ 80% de chances en plus de créer une nouvelle entreprise que leurs homologues américains. En regardant les données recueillies en 2021 au Texas, environ 30% des entrepreneurs de l'ensemble de l'État sont des immigrants, soit environ 437 000 entrepreneurs. Ces entreprises ont généré environ 12 milliards de dollars de revenus, et je suis sûr que ce chiffre a augmenté depuis 2021. Avec de plus en plus d'immigrants qui arrivent chaque année et des entreprises préexistantes qui se délocalisent vers le sud, il n'est pas surprenant que de plus en plus d'entreprises soient créées, que de plus en plus d'emplois deviennent disponibles et que de plus en plus de personnes soient persuadées de déménager dans le Dixie. Alors maintenant, alors que la gravité économique du pays se déplace vers le sud, les gens continuent d'en suivre. C'est un cycle de croissance qui semble vouloir continuer à s'accélérer pour les années à venir, alors que les Américains se dispersent vers des pâturages plus verts. Les États du Sud ne se sont pas arrêtés là. Leurs industries de manufacturières, énergétiques et agricoles ont été revitalisées et deviennent un énorme stimulant pour l'économie de la région dans son ensemble. Au cours des dernières décennies, les industries de fabrication automobile et aérospatiale ont prospéré dans les États du Sud. L'industrie automobile en particulier a commencé à migrer vers les États du Sud dans les années 1980 et n'a jamais regardé en arrière. Les constructeurs automobiles, en particulier ceux d'Asie et d'Europe, ont profité de la main-d'œuvre sous-utilisée du Sud, de ses terrains relativement bon marché et disponibles, et de son climat chaud. Cette migration a vu les États du Sud devenir certains des plus grands producteurs d'automobiles de tout le pays. Des années 1980 à aujourd'hui, l'industrie de la fabrication automobile dans le Sud a décollé et a apporté un énorme coup de pouce économique à ces États. Les voitures, les camions ou tout ce qui a des roues et un moteur nécessite un nombre incroyablement élevé de pièces et de ressources pour fonctionner. Ces éléments sont généralement expédiés, puis assemblés pour obtenir le produit final. Il est généralement beaucoup mieux et beaucoup plus rapide pour tout le monde si les matériaux nécessaires à la production des voitures sont disponibles localement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le Sud. Avec la croissance de l'industrie automobile du Sud chaque année, d'autres industries de soutien ont également commencé à croître et à se développer. La production industrielle de choses telles que de choses telles que les plastiques, les caoutchoucs, l'acier, l'aluminium, les produits chimiques et même la robotique a continué à avoir une utilisation répandue dans les usines de fabrication d'automobiles du Sud. Avec l'ouverture de nouvelles installations, usines et raffineries pour répondre à la demande de matériaux de construction automobile, des milliers d'emplois ont été créés dans le processus. Donc, pour faire court, l'industrie automobile étant dans le Sud a été extrêmement positive pour l'économie de la région, des États-Unis et du monde en général. Un résultat similaire s'est également produit avec l'industrie de la fabrication aérospatiale. Quand l'industrie aérospatiale a transféré une grande partie de ses installations au Sud, beaucoup d'autres entreprises ont emboîté le pas. En Louisiane, l'expansion de l'installation d'assemblage de la National Aeronautics and Space Administration à Macao, à la Nouvelle-Orléans, a attiré une multitude d'entreprises alors qu'elles construisent tout ce qui est nécessaire pour la prochaine entreprise américaine dans l'espace. Un autre exemple est l'Alliance aérospatiale, une entreprise composée de la Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride, dont la mission est le développement du secteur aérospatial. Ils emploient 400 ZGE. Environ 200 000 personnes,
et offre à même des opportunités de formation et d'éducation dans 18 institutions différentes. Avec l'automobile, l'aérospatiale et diverses autres industries de soutien prospères, cette résurgence de l'économie du Sud ne devrait surprendre personne. Sauf en cas de guerre majeure ou de catastrophe, cette tendance devrait continuer à progresser. La plupart des gens qui ne sont pas du Sud pourraient si en supposer que l'industrie la plus importante du Sud est l'agriculture. C'était le cas pendant de nombreuses années, mais récemment, d'autres industries comme celle que nous venons de discuter l'ont surpassée. Cela dit, la production agricole du Sud reste extrêmement importante pour son économie, fournissant de la nourriture, des ressources et des emplois. C'est aussi important pour les États-Unis en général. 2 des 10 plus grands États producteurs de nourriture se trouvent dans le Sud, le Texas et la Caroline du Nord. En 2021, le Texas a généré près de 30 milliards de dollars de recettes agricoles. Et la Caroline du Nord a généré près de 15 milliards. D'autres États comme l'Arkansas jouent également un rôle majeur dans l'agriculture américaine, car ils sont le plus grand producteur de riz du pays, avec plus de 40% du marché. Le sol riche en nutriments, le climat chaud et la longue saison de croissance donnent au Sud un avantage en matière d'agriculture. Alors que la population mondiale continue d'augmenter et que davantage de nourriture est nécessaire, l'industrie agricole du Sud ne fera que croître en importance. Un autre moteur majeur de l'importance économique du Sud est les industries de l'énergie, du gaz naturel et du pétrole. En 2022, le Texas, la Louisiane et l'Oklahoma figuraient tous parmi les 10 premiers États producteurs de pétrole et de gaz naturel du pays. Le Texas est le grand acteur ici, dépassant l'Alaska en tant que numéro 1 en 1988 et produisant aujourd'hui environ 41% du pétrole et du gaz naturel de la nation. Cela ne devrait surprendre personne car l'image d'une tour de forage pompant lentement est aussi synonyme du Texas qu'un cow-boy ou un taureau Longhorn. C'est tellement intégral au Texas que ses plus grandes entreprises publiques sont dans l'industrie pétrolière. En plus de cela, environ 14% de tous les United States. Le pétrole brut provient des plateformes pétrolières de fédérales dans le golfe du Mexique. Bien que techniquement gérées par le gouvernement fédéral, pour les besoins de l'argumentation, considérons-les comme faisant partie du Sud. Dans tous les cas, la quantité de pétrole et de gaz naturel qui provient du Sud est trop importante pour être négligée ou ignorée. En parlant à nouveau du Texas, ils produisent également le plus d'énergie renouvelable de tous les États, bien que cela soit éclipsé par leur production de gaz et de pétrole. Vous savez ce qu'on dit ? Tout est plus grand au Texas. Par exemple, en 2022, le Texas a généré 136-118 gigawattheures à partir de l'énergie éolienne et solaire à grande échelle. L'État le plus proche n'était même pas proche. C'était la Californie, avec 52 927 gigawattheures. L'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie éolienne, hydraulique et solaire, est en augmentation partout dans le monde et certainement aux États-Unis. Avec l'industrie qui va croître de manière exponentielle dans les décennies à venir, des États comme le Texas et l'Oklahoma ne feront qu'augmenter leur valeur pour les États-Unis. Un autre aspect clé de l'économie du Sud est celui du sport. Ce n'est un secret pour personne que le football de la Southeastern Conference est l'une des conférences de football les plus compétitives et divertissantes de tout le sport. Il est si populaire que, bien qu'étant techniquement du football amateur, il a constamment une fréquentation plus élevée et des bases de fans plus dévouées que les équipes professionnelles qui jouent dans les mêmes États. Allez voir un match des Falcons d'Atlanta, puis un match de l'Université de Géorgie. C'est un monde de différence. C'est pour la même raison qu'il n'y a pas d'équipe de la National Football League en Alabama. Essayer de faire en sorte que les fans de cet État se soucient d'une équipe autre que l'Alabama ou Auburn est une tâche ardue. Le football de la Southeastern Conference est presque une religion dans le Sud, mais c'est aussi une machine à faire de l'argent. En 2022, la Southeastern Conference a généré plus de 800 millions de dollars de revenus. La seule autre conférence à la surpasser était la Big Ten. Mais les autres, l'Atlantic Coast Conference, la Big 12, la PAC 12, etc., n'étaient même pas à proximité de ce que la Southeastern Conference a réalisé. Certains n'ont réalisé que la moitié de ce montant. La National Association for Stock Car Auto Racing est une montée d'adrénaline à haute octane pour des millions de fans à travers le pays, mais cela génère aussi une énorme somme d'argent. La National Association for Stock Car Auto Racing a débuté dans le Sud, avec des contrebandiers d'alcool des années 20 et 30 qui faisaient la course avec leurs voitures modifiées pour fuir les fédéraux. Ce qui a commencé comme des courses sur piste de terre par une poignée de renégats s'est transformé en une énorme entreprise qui génère des centaines de millions de dollars de revenus chaque année. En 2024, 17 des 42 circuits de la National Association for Stock Car Auto Racing sont situés dans les États du Sud et font partie des courses les plus populaires chaque année. Quand vous parlez du Daytona 500 ou d'aller à la course à Talladega, la plupart des gens savent instantanément de quoi vous parlez. Comme pour le football de la Southeastern Conference, la National Association for Stock Car Auto Racing est une machine à faire de l'argent et une que les États-Unis devraient quand même conserver. En revenant en arrière,
En arrière et en examinant les preuves économiques présentées ici, si le Sud était à se séparer des États-Unis, ce serait catastrophique pour l'économie américaine. La perte de toute cette croissance économique, ces entreprises et ces ressources transférées là-bas creuseraient un profond déficit dont il serait difficile pour les États-Unis de se relever, voire impossible. Cependant, l'argent et l'économie sont certes importants, mais ils ne présentent pas le tableau complet des États du Sud. Vous ne jugeriez pas une voiture seulement sur sa consommation d'essence, n'est-ce pas? Si tel était le cas, nous irions tous au travail en Prius. Non. Vous devez regarder le Sud dans son ensemble. Tous conviennent que l'amélioration de la production économique et l'ajout de nouvelles ressources financières sont bénéfiques pour les communautés, mais à quel coût? Que consomment ces nouveaux sudistes et en quelle quantité, et cela l'emporte-t-il sur ce qu'ils contribuent? En termes de consommation alimentaire, les États du Sud signalent constamment certains des niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire du pays. L'insécurité alimentaire signifie essentiellement ne pas avoir assez à manger et ne pas savoir d'où viendra votre prochain repas. Viendra. Donc, il s'avère que le Sud n'a pas de problème avec les gens qui consomment trop de nourriture, c'est en fait le contraire. De plus, les personnes en insécurité alimentaire se tournent habituellement vers des options peu coûteuses et néfastes pour leur santé, comme la restauration rapide. C'est un problème chronique qui affecte des millions d'Américains chaque jour, malgré le fait qu'ils vivent dans le pays le plus riche de la Terre. Le Sud n'est pas à l'abri de cette tendance. De 2020 à 2022, des États comme le Texas, l'Arkansas, l'Oklahoma, la Louisiane et le Mississippi ont tous signalé des niveaux d'insécurité alimentaire supérieurs à la moyenne nationale de 11,2%. Le Mississippi était le pire, avec un taux d'environ 22%. Malheureusement, le reste des États n'était pas trop loin derrière. Si quelqu'un ne mange pas assez ou mange exclusivement de la restauration rapide, il est beaucoup plus sujet à des problèmes de santé et à des complications que ceux qui mangent un régime sain et équilibré. L'obésité, le diabète et les maladies chroniques peuvent être causés ou exacerbés par des modes de vie malsains et une mauvaise nutrition, tous ayant des conséquences à long terme qui ne sont pas positives. Avec tant de personnes dans le Sud qui souffrent d'insécurité alimentaire, cela affecte plus que simplement leur santé. Bien que le manque de nutrition appropriée puisse avoir des effets dévastateurs sur la santé d'une personne en particulier, cela impacte aussi les systèmes constitutifs des États. En immobilisant de l'argent et des ressources pour prendre soin des patients, subissant des complications causées par l'insécurité alimentaire, le système de santé ne peut pas couvrir ses autres bases aussi bien qu'il le devrait. Les effets d'entraînement vont plus loin. Si quelqu'un est chroniquement malade ou voit toujours des médecins, il ne peut espérer être un bon employé ou entrepreneur sur le long terme. Une augmentation des absences au travail ou à l'école nuit au potentiel de carrière d'une personne et pourrait changer la trajectoire globale de sa vie. Il va sans dire que pour fonctionner au mieux, vous devez faire attention à ce que vous mangez et buvez. Comment vous attendriez-vous à ce qu'une Ferrari fonctionne si vous ne lui donniez jamais que l'essence la moins chère que vous pourriez trouver? Avoir une nourriture abondante et nutritive à manger est la base du succès humain et quelque chose qui affecte tous les niveaux de la société si cela devient un problème. La résolution de l'insécurité alimentaire croissante nécessite une amélioration des conditions économiques des résidents. Plus d'argent équivaut à une meilleure nourriture et en plus grande quantité, ce qui signifie à son tour moins de factures médicales et plus d'argent qui retourne dans l'économie. C'est du moins la théorie. Le Sud pourrait actuellement être à la traîne par rapport au reste du pays sur cette question, mais ne le comptez pas encore pour du beurre. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire quel effet une économie revitalisée et une migration massive de richesses auront sur les habitants du Sud, espérons que cela se traduise par une alimentation plus saine et plus largement disponible. C'est une danse délicate, car fournir une alimentation plus saine aux plus vulnérables demande du temps et des efforts. Mais de meilleures conditions économiques en général sont un bon début. En regardant la consommation d'énergie des États du Sud, elle est en réalité au même niveau que le reste du pays. Certains États consomment plus que d'autres, mais encore une fois, c'est standard dans le reste du pays. Le grand d'entre eux ici, c'est le Texas, qui mène la nation à la fois en production et en consommation d'énergie. Environ la moitié de leur consommation provient du secteur industriel, qui aide ensuite à produire plus d'énergie. Parler de consommation implique aussi d'aborder la production de déchets. Alors, combien de déchets ces États du Sud produisent-ils réellement? En 2022, les États du Sud produisent en moyenne entre 25 et 40 tonnes de déchets dans les décharges par personne. Cela semble beaucoup, et c'est le cas. Mais croyez-le ou non, le Sud se trouve du côté plus vert des choses ici. Il y a quelques exceptions comme le Kentucky, la Louisiane et la Virginie, qui sont au-dessus de 40 tonnes, mais même ceux-ci sont loin de ce que produisent les autres États. Les États du Midwest comme l'Indiana, l'Ohio, l'Illinois, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan sont parmi les plus grands pollueurs avec plus de 50 tonnes par personne. Le Michigan va encore plus loin, affichant un stupéfiant 66 tonnes par personne. La production de déchets des États du Sud est comparativement pas si mauvaise. Ce n'est pas génial,
mais ça pourrait certainement être pire. L'une des principales mesures de tout pays ou société n'est pas combien d'argent ils gagnent, combien d'acier ils produisent ou combien de pétrole ils peuvent forer. Pour obtenir une image complète d'un lieu, vous devez également examiner les opportunités éducatives et la culture. Personne ne va en Italie pour regarder les aciéries. Ils y vont pour l'art, l'architecture, la musique et surtout la nourriture. Commençons par l'éducation. Le Sud n'a pas exactement une bonne réputation en matière d'éducation. Si vous demandiez à quelqu'un d'Europe ce qu'il associe le plus aux Sud-Américains, il dirait probablement quelque chose à propos de la National Association for Stock, Car Auto Racing, des Ducs de Hazzard ou de Larry le Cable Guy. L'éducation universitaire ou les taux d'alphabétisation élevés ne sont pas exactement associés au Sud. Et malheureusement, c'est ainsi depuis longtemps. Cette réputation n'est pas non plus totalement injustifiée. Les États du Sud représentent 6 des 10 États du pays ayant les taux d'alphabétisation les plus bas. Ajoutez à cela que 6 des 10 États ayant le taux de diplomation du secondaire le plus bas sont également du Sud. Et il est sûr de dire que l'état de l'éducation dans le Sud n'est pas excellent. Malgré la présence de nombreuses universités prestigieuses dans le Sud, comme Duke, Vanderbilt et Johns Hopkins, une grande partie des étudiants vient d'autres régions du pays ou même d'autres pays. L'éducation reste un problème pour le Sud, et c'est quelque chose qui devra être abordé à l'avenir. Là où le Sud brille vraiment, c'est dans sa culture, la nourriture à la Nouvelle-Orléans, la musique à Nashville, ou l'embrassement brut du monde naturel lorsqu'on entre dans les montagnes des Appalaches attire des dizaines de milliers de touristes dans la région chaque année. La culture et les merveilles naturelles de la région ne sont pas seulement un trésor pour tous ceux qui y vivent et la visitent, mais aussi très rentables, stimulant sans cesse cette économie. Ces choses sont formidables, mais ce qui distingue vraiment la culture du Sud du reste du pays, ce sont leurs politiques et leur religion. Encore une fois, une grande partie du monde extérieur stéréotype le Sud comme un bastion républicain, chrétien et amateur de football. Et bien que cela ne s'applique pas à tout le monde qui y vit, cela s'applique certainement à certains d'entre eux. Le Grand Old Party et le christianisme ont le monopole des États du Sud. On l'appelle la ceinture de la Bible pour une raison. C'est le pays des méga-églises et du télévangélisme. Les gens ici sont très religieux et conservateurs. Donc avec beaucoup de chrétiens et républicains œufs dans le même panier, ce serait un désastre pour le Grand Old Party si le Sud décidait de former son propre pays. Le Parti républicain tel que nous le connaissons serait absolument dévasté par la perte des États du Sud. Après l'élection de 2016, presque chaque législature d'État est passée sous le contrôle du Grand Old Party. Bien que certains aient changé d'avis depuis, il est clair que les électeurs chrétiens conservateurs détiennent toujours beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Alors, bien que beaucoup dans ce pays puissent détester l'état actuel de la politique, souvenez-vous qu'un système à deux partis est bien meilleur qu'un système à un seul parti. Demandez à certains anciens citoyens soviétiques comment cette politique a fonctionné pour eux. En regardant toutes les preuves présentées, une chose est abondamment claire. Les États-Unis requièrent plus que jamais les États du Sud. Leur population croissante, leur importance économique et leur contribution culturelle ne peuvent pas être ignorées. Leur boom démographique au cours des 20 dernières années a dépassé toutes les autres régions du pays et les centres urbains continuent de croître à des taux surprenants. Avec la migration de la richesse et des entreprises vers le sud des États-Unis, leur importance continue de croître, tout comme le produit intérieur brut des États eux-mêmes. Donc, que signifie ceci? Cela indique que les États-Unis sont plus forts unis. Les États-Unis ont maintenant plus que jamais besoin de leurs États du Sud. Allez maintenant regarder, la Floride devient-elle surpeuplée? Ou pourquoi tant d'Américains fuient-ils ces zones?